parler de sonorisation, pour rester dans la vérité de l'oratorio, je dirais, la façon de Jaurès de parler, de s'adresser à la foule. On se demande comment, d'ailleurs, à l'époque, il y avait 4 ou 5 000 personnes. Alors, je commence par 1912, c'est pas sa date de naissance, non. C'est le moment de la montée des périls, et Aragon, dans les cloches de Bâle, décrit la grande rencontre de tous les sociaux-démocrates d'Europe dans la ville de Bâle, en Suisse, puisque la cathédrale, extraordinairement, avait été mise à la disposition de tous les orateurs socialistes qui sentaient monter les périls de la guerre de 14-18. Aragon. Avec tout ce que vous voudrez de défauts, d'erreurs, Jaurès, à 7 minutes, où la parole, encore une fois, l'emporte au-delà de sa raison bourgeoise, où il sent, lui, battre ce cœur ouvrier qu'il exprime après tout, malgré tout, Jaurès incarne vraiment la lutte contre la guerre. Jamais, dans cette église, où à des heures périlleuses, les chefs de la chrétienté ont jadis réuni un concile dont le congrès d'aujourd'hui semble la réplique moderne et fantastique, jamais dans cette église on s'est prosterné pendant des siècles, où s'est prosterné pendant des siècles une bourgeoisie orgueilleuse et encline aux arts, jamais dans cette église une si grande voix n'a retenu, une si grande poésie n'a atteint les cœurs. Jaurès parle des cloches de Bâle, les cloches dont le chant faisait appel à l'universelle conscience. Et les cloches de Bâle se remettent à sonner dans sa voix. Tout ce qu'elles ont carillonné dans leur vie de cloches, ces cloches, repasse à présent sous ses voûtes avec la chantante en face de Jaurès. Repasse avec le charme qu'il sait donner aux mots, le charme de cloche de ces mots. Ce sont tous les mots de l'humanité, faussement conjurés par les religions et leurs rites. C'est l'espoir de la révolution qui monte à travers le discours qui s'emballe. Bâle des mots, Bâle des sons, les idées sont comme des chansons dans la cathédrale de Bâle. J'appelle les vivants, je pleure les morts et je brise les foudres. Nous sommes à 2 doigts de l'abîme, et celui qui sera tué le premier crie cette phrase magique. Les vivants et les morts l'écoutent debout, serrés dans l'abside des chapelles. La nef s'étonne jusqu'en haut des ogives, des paroles à faire jaillir les pavés des rues. Le cœur, plein de drapeaux, frissonne, couleur de sang. J'appelle les vivants, je pleure les morts, et je brise les foudres. Dernier chapitre du roman d'Aragon, Les cloches de Bâle. Jaurès, né en 1859, à Castres, issu de la petite bourgeoisie terrienne, école normale supérieure en 1876, 1881, professeur à Albi, puis Toulouse. À 26 ans, élu pour la première fois député, républicain, ce qui était très large à l'époque. Voilà. 1889, il perd son siège. 90, la tragédie de Fourmi, que vous connaissez, puisque ça s'est passé juste à côté. Massacre légal de la foule. Je me figure le peuple immense du travail depuis l'origine de l'histoire, comme un continent noyé sous les mers et où se traînent des millions d'existences inconnues. La vie y est à la fois monotone et tourmentée, la lumière trouble, la joie amère. Peu à peu, siècle après siècle, il a été exaucé par le génie de l'homme, par le dévouement des martyrs, par l'universel effort de justice et d'espérance qui soulève lentement l'humanité. Il monte sous la pesanteur décroissante des flots, sous l'épaisseur décroissante des ténèbres. Il y a à la surface des mers, je ne sais quel tressaillement. Les vagues effarées se racontent les unes aux autres la montée suprême d'un monde nouveau. J'ai vu, quelquefois, dans nos chemins de campagne, de pauvres vieilles paysannes qui revenaient de la forêt. Elles rapportaient, non pas sur leurs épaules, mais sur leur dos, toute une charge de verts rameaux. Et le vent qui passait sur ce feuillage éveillait tout autour de la vieille paysanne comme un vaste bruissement de toute la forêt. Mais elle n'entendait point et cheminait sans comprendre cette chanson de rêve qui murmurait à son oreille le peu de forêt qu'elle avait emporté. 1892, thèse en Sorbonne, qui fait de lui l'égal de personne. Réalité, sa thèse, réalité du monde sensible. Il y a des heures où nous éprouvons à fouler la terre une joie tranquille et profonde, comme la terre elle-même. Si nous l'enveloppions seulement d'un regard, elle ne serait pas à nous.
mais nous pesons sur elle et elle réagit avec nous. Que de fois, en cheminant dans les sentiers à travers champs, je me suis dit tout à coup que j'étais à elle et qu'elle était à moi. 1893, réélu député de Carbeau. C'est le monde ouvrier de cette ville, de mineurs, qui va construire Jaurès, lentement, mais sûrement. C'est l'histoire de l'éducateur éduqué, contraint par les événements d'avoir une vision aiguë, réaliste et profondément humaine des choses. 1895, une image extraordinaire qu'on voit dans les journaux, Jaurès pourchassé par des gendarmes à cheval à cause de son soutien aux verriers qui vont fonder une coopérative ouvrière à Albi sur les conseils d'un ancien verrier de Montluçon. Toujours votre société violente et chaotique, même quand elle veut la paix, même quand elle est à l'état d'apparent repos, porte en elle la guerre comme la nuée porte l'orage. L'expansion capitaliste a élargi le champ de bataille. C'est toute la planète que se disputent maintenant les capitaux. C'est toute la planète qui sera rougie du sang des hommes. Et c'est l'acte d'accusation le plus terrible qui puisse être porté contre le capitalisme. Il fait planer sur l'humanité un péril de guerre permanent et tous les jours plus étendu. À mesure que l'horizon humain s'agrandit, la sombre nuée de guerre s'étend aussi. Et elle tient maintenant sous son ombre tous les champs que labourent les hommes, toutes les cités où ils trafiquent, toutes les mers que creusent leurs vaisseaux. Demain, de la grande humanité communiste, monteront de nouvelles espérances, de nouveaux songes, comme des nuées aux formes inconnues montent de la vaste mer. 1890, de nouveau, il perd son siège de député. 1900, c'est là qu'il décide d'écrire la grande histoire de la Révolution française avec de nombreux historiens autour de lui. Préface, extrait de la préface, en 1900. Marx, en une page admirable, a déclaré que jusqu'ici, les sociétés humaines n'avaient été gouvernées que par la fatalité, par l'aveugle mouvement des formes économiques. Les institutions, les idées n'ont pas été l'œuvre consciente de l'homme libre, mais le reflet de l'inconsciente vie sociale dans le cerveau humain. Nous ne sommes encore, selon Marx, que dans la préhistoire. L'histoire humaine ne commencera véritablement que lorsque l'homme, échappant enfin à la tyrannie des forces inconscientes, gouvernera par sa raison et sa volonté la production elle-même. Alors, son esprit ne subira plus le despotisme des formes économiques créées et dirigées par lui, et c'est d'un regard libre et immédiat qu'il contemplera l'univers. 1902, réélu député. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. À la Chambre, c'est l'orateur le plus écouté, une vraie masse. Oui, il y avait des ménages perdus, des familles perdues qui étaient comme des cadavres noyés au fond d'une autre troupe de misère. Mais au-dessus de ces cadavres de noyés, on voit des milliers d'hommes et de femmes qui surnagent à peine, tout prêts à être engloutis à leur tour. L'humanité est maudite si pour faire preuve de courage, elle est condamnée à tuer éternellement. 1904, fondation du journal L'Humanité. Jaurès, dans son éditorial, justifie le titre du journal. L'humanité n'existe point encore, ou elle existe à peine. À l'intérieur de chaque nation, elle est compromise et comme brisée par l'antagonisme des classes, par l'inévitable lutte de l'oligarchie capitaliste du prolétariat. Seul le socialisme, en absorbant toutes les classes dans la propriété commune des moyens de travail, résoudra cet antagonisme et fera de chaque nation enfin réconcilier avec elle-même une parcelle d'humanité. Mais les orages guerriers surgissent de partout, Maroc, Agadir, façon, mainmise coloniale de la France et de l'Angleterre sur l'Afrique, contre l'Allemagne et l'Autriche, Hongrie. 1905. Il y avait sans cesse, pour reprendre le mot de Saint-Just, plusieurs orages dans le même horizon, ou plutôt la guerre de l'Angleterre et de la France était comme l'orage central et dominant, alimenté par tous les orages de l'humanité bouleversée. 1906, 1907. Grosse difficulté pour le journal L'Humanité. Persécution, insultes, menaces de mort. Depuis 13 ans. Depuis 13 ans, j'ai vécu dans une nuée d'outrages avec de rares éclaircies. Maintenant, une parenthèse
avec l'écrivain Jules Renard qui tenait son journal, qui était l'ami de Jaurès. Petit à petit, il est devenu l'ami de Jaurès. Il était le premier à écrire un conte dans le journal L'Humanité. Donc, journal de Jules Renard. 1900. Jaurès, l'aspect d'un professeur de quatrième qui ne serait pas agrégé et ne prendrait pas d'assez d'exercice, ou du gros commerçant qui mange bien. De taille moyenne, carré, une tête assez régulière, ni laide, ni belle, ni rare, ni commune, beaucoup de poils, mais ce n'est que de la barbe et des cheveux. Un nerveux clignement de paupières à l'œil droit, col droit et cravate qui remonte. Une intelligence très cultivée. Les quelques citations que je fais, auxquelles je ne tiens pas beaucoup, il ne me laisse même pas les achever. À chaque instant, il fait intervenir l'histoire de la cosmogonie, une mémoire d'orateur toute pleine, étonnante, crache volontiers dans son mouchoir. Je ne sens pas une forte personnalité. Il me fait plutôt l'impression d'un homme dont le bulletin pourrait être ainsi rédigé: bonne santé sous tout rapport. À une de ces plaisanteries, il rit trop d'un rire qui descend les marches et ne s'arrête qu'à terre. L'accent, un bizarre dédain pour le C, avec. La parole lente, grosse, un peu hésitante, sans nuance. Évidemment, il faudrait voir l'acteur qui est dans cet orateur. Et puis, je vis par la pensée, avec des hommes trop grands pour que celui-là m'étonne, faire un discours ou écrire un article, pour moi, c'est à peu près la même chose, dit-il. Je lui demande ce qu'il préfère, de l'exactitude d'une phrase ou de la beauté poétique d'une image. L'exactitude, prétend-il. Jaurès est un Candide. En prose, il égale Victor Hugo. Jules Renard, toujours. Jaurès, l'air un peu d'un ours aimable. Le cou court, juste de quoi mettre une petite cravate de collégien de province. Des yeux mobiles. Beaucoup de pères de famille de 45 ans lui ressemblent. Vous savez, ces papas auxquels leur grande fille dit familièrement: boutonne ta redingote, papa. Papa, tu devrais remonter un peu tes bretelles, je t'assure. Arrive, en petit chapeau melon, le col du par-dessus relevé. Une affectation de simplicité. Une simplicité d'un citoyen qui commence bien son discours par « citoyen, citoyenne », mais qui s'oublie quelquefois dans le feu de la parole jusqu'à dire « messieurs ». Des gestes courts, Jaurès n'a pas les bras longs, mais très utiles. Le doigt souvent en l'air montre l'idéal. Les poings pleins d'idées vont se choquer quelquefois. Le bras tout entier écarte des choses ou décrit la parabole du ballet. Jaurès marche, parfois une main dans la poche, tire un mouchoir et s'en essuie les lèvres. Le début lent, des mots séparés par de grands vides. On a peur, n'est-ce que cela? Tout à coup, une grande vague sonore et gonflée qui menace avant de retomber doucement. Il a une dizaine de vagues de cette ampleur, c'est le plus beau. C'est très beau. Ce n'est pas la tirade comme l'est une strophe de 5 ou 6 mots vers dit par un grand flatteur, un grand acteur. Il y a cette différence qu'on n'est pas sûr que Jaurès les sache et qu'on a peur que le dernier n'arrive pas. Le mot suspendu a toute sa force à son propos. On l'est vraiment, avec la crainte de la chute où Jaurès nous ferait mal. Entre ces grandes vagues, des préparations, des zones neutres où le public se repose, où le voisin peut regarder le voisin, dont un monsieur peut profiter pour se rappeler un rendez-vous et pour sortir. Il part 2 heures et boit une goutte d'eau. Il cite le grand nom de Bossuet. Je le soupçonne, quel que soit son sujet, de toujours trouver le moyen de citer ce grand nom. Ce qu'il dit ne m'intéresse pas toujours, il dit de belles choses, et il a raison de les dire. Mais peut-être que je les connais ou que je ne suis plus assez peuple. Mais soudain, une belle formule. Une gueule, mais le coup de gueule reste distingué. Le seul donc qui soit enviable. Sans fatigue, il se sert de tous les mots lourds qui sont comme les moellons de sa phrase et qui écorcheraient, tombant d'une plume, les doigts et le papier de l'écrivain. Quelquefois, un mot mal employé dit le contraire de ce qu'il veut dire. Mais le mouvement, le fameux mouvement cher aux hommes de théâtre, laisse le mot impropre et emporte le sens avec lui. Une idée large et indiscutable le soutient. C'est comme l'épine dorsale de son discours. Exemple, le progrès de la justice dans l'humanité n'est pas le résultat de forces aveugles, mais d'un effort conscient, d'une idée toujours plus haute vers un idéal toujours plus élevé. 1906, toujours le journal de Jules Renard. 17 janvier. L'humanité, c'est la fin. On leur coupe l'électricité. 3 hommes font le journal. À la nuit tombante, ils attendent qu'on apporte les bougies. 1907, toujours Jules Renard.
Jaurès, très accablé par les soucis que lui a donné l'humanité. Lettre à Alfred Atis. Quelle tristesse, hein. Pauvre humanité et triste humanité. J'écris un mot à Jaurès. Savez-vous ce qu'ils vont faire? Vous mettez 20 francs quelque part et ajoutez 20 francs pour moi, je vous les enverrai dès le lendemain. Les hommes sont des cons, mais les arbres sont attendrissants. Vous devriez venir les voir quelques jours. 1907, toujours, à Géraud Richard, directeur du journal socialiste Le Chambard. Il parle de Jaurès et de son incroyable négligence. Mme Jaurès est belle, élégante, et ne s'occupe pas du linge de son mari. Il a plus de 20 chemises à moi, dit Géraud Richard. Madame Géraud lui a raccordé des pantalons. Jaurès oublie tout. Parapluie, par-dessus, et sa valise. Il y a tout. Un chapeau, et même un chapeau de sa femme. Des souliers, du linge sale, et du fromage. Et la valise ne ferme pas. Jaurès dit, j'ai encore oublié de la porter chez le forgeron. Et il éclate de rire. Jaurès, fumé en haut peut-être, mais en bas, la marmite. Boum. Toujours je le relâche. Déjeuner chez Léon Blum. Jaurès arrive en avance et fait sur un coin de table le plan d'un grand discours qu'il doit prononcer tout à l'heure, à la Chambre. Il parle de Robespierre, qu'il considère comme le grand homme de la Révolution, les antennes qu'il ne l'a pas compris et qui expliquait son âme étroite en disant qu'il ne mangeait que des oranges. Il répète que si les hommes de la Révolution n'avaient pas été tués, ils seraient morts fous dans les forts les brûlés vite. Il a un petit col droit, sans bouton, un plastron noir usé et des vêtements râpés. Il a les mains sales et ne semble pas s'être débarbouillé. Il mange avec appétit, 2 fois de chaque plat. Il ne paraît pas en avoir assez. À chaque instant, il se mouche bruyamment et crache dans son mouchoir. Je lui demande s'il est sensible aux injures. Non, dit-il, quand je ne les lis pas. Il parle de son patriotisme. Il dit qu'une nation désarmée ne pourrait pas vivre, parce qu'elle ne serait pas assez clairvoyante pour distinguer chez les nations voisines la sincérité de la fausseté. À chaque instant, on entendrait « L'Allemagne ne ferait pas ça si nous étions armés ». Il ne croit pas à la guerre. Il ne croit pas Guillaume au fond si belliqueux. À la Chambre, du haut de ma galerie, je vois ses manchettes. 10 février 1907, toujours le renard Jaurès. Près de lui, j'ai une admiration attendrie. J'ai envie de lui dire, venez donc avec moi chez Marinette. Elle vous soignera et prendra soin de votre linge. Un de plus, un de moins. Dernière note de Jules Renard, avant qu'il ne meure en 1910. Vol à la marine, pillage à la guerre, frépouillerie, crapulerie, partout. Nous vivons avec des hommes de cauchemar. Revenons au discours de Jaurès, 1909, à Montluçon, la même entente. Ils ne savent pas si ce qu'ils portent sur leurs épaules est la guerre ou le cadavre de la guerre. 1911, conférence en Argentine. Le contrat signé avec les sociodémocrates argentins va permettre de remonter les finances de l'humanité. Les discours perdus, il a fallu les retraduire de l'espagnol pour les retrouver. Le cauchemar de la guerre, dès son retour, le rattrape. Le 5 juillet, dans l'humanité, la bête qui respire est bien un monstre à la sanglante écume. On n'imagine pas une guerre courte, se résolvant en quelques coups de foudre et quelques jaillissements d'éclairs. Ce sera, dans les régions opposées, des collisions formidables et lentes, comme là-bas, celles qui se produisent en Mandchourie entre Russes et Japonais. De nation à nation, c'est un régime barbare de défiance, de ruse, de haine, de violence qui prévaut encore. Même quand elles semblent à l'état de paix, elles portent la trace des guerres d'hier, l'inquiétude des guerres de demain. Et comment donner le beau nom d'humanité à ce chaos de nations hostiles et blessées, à cet amas de lambeaux sanglants? 1912, c'est l'année des cloches de Bâle, dont nous avons parlé avec Aragon. Les Balkans, en feu. C'est la description et la vision des guerres futures. Les menaces de mort s'accumulent. Un écrivain écrit « Jaurès ne veut pas les 12 balles, une corde, un fourrage suffirait. » Les événements des Balkans, discours de Jaurès.
Les événements des Balkans donnent une idée de ce que serait la guerre universelle. Dans une guerre qui a duré à peine un mois, un tiers de l'effectif des armées a été détruit. 150 000 hommes sur 100 000 ont été mis hors de combat. C'est une proportion sans précédent dans les guerres modernes. C'est la reproduction en période civilisée de ces grandes destructions des temps barbares où des armées entières, des peuples entiers disparaissaient. Un bâillon a été mis par les belligérants sur la bouche des correspondants militaires qui n'ont guère été que des prisonniers. La censure s'est exercée sur toutes leurs lettres et sur toutes leurs dépêches. Nulle part, les hôpitaux n'ont suffi à l'abondance des blessés. Par milliers, ils ont péri dans la boue des chemins ou au cahotement des chariots tombant dans les ornières. Par milliers, ils ont souffert de la soif jusqu'au délire, et les mourants se disputaient le premier verre d'eau à portée de la Maritsa, bourbeuse et gonflée par les pluies. Et la famine menace maintenant le peuple bulgare. Il s'est donné tout entier. Il a mis en mouvement tous ces hommes, jeunes et vieux. Il a vidé les champs, les maisons, les boutiques, les ateliers. Et ceux qui restent là-bas, les débiles, les enfants, les vieillards, les femmes, commencent à se demander avec angoisse, dans l'arrêt de toutes ces transactions, dans la pénurie de tout chose, si les vivres qui coûtent déjà terriblement cher ne vont pas leur manquer tout à fait. Et voilà que le choléra, collaboration de la nature à la sauvagerie humaine, fait son apparition. Ne sortirons-nous jamais de ce cercle maudit? Ô hiver, ô sombre et bienfaisant hiver, hâte-toi, accumule sur la tête des hommes insensés tes nuées lourdes de neige, et oppose bientôt à leurs agitations, à leur velléité belliqueuse, tes blanches épaisseurs. Dresse sur les frontières austro-russes tes murailles de glace. Ô hiver, redoutable et beau, ton heure est venue. La diplomatie a échoué, le choléra a échoué. C'est à toi de sévir maintenant pour donner aux hommes délirants le temps de se reprendre un peu. Mais quelle chose extraordinaire! Tous les gouvernements de l'Europe répètent « cette guerre serait un crime et une folie ». Et les mêmes gouvernements diront peut-être dans quelques semaines à des millions d'hommes « c'est votre devoir d'entrer dans ce crime et dans cette folie ». Et si ces hommes protestent, s'ils essaient d'un bout à l'autre de l'Europe de briser cette chaîne horrible, on les appellera des scélérats et des traîtres et on aiguisera contre eux tous les châtiments. Quelle horreur que la vie! 1913, un des discours les plus célèbres jouera le discours de Lyon-Balèze. Désespéré. 1913. Citoyens, je dis ces choses avec une sorte de désespoir. Il n'y a plus au moment où nous sommes menacés de meurtre et de sauvagerie qu'une chance pour le maintien de la paix et le salut de la civilisation. C'est que le prolétariat international rassemble toutes ses forces. Oui, il pense à l'idée de grève générale européenne contre les 3 ans. Si l'on pouvait lire dans le cœur des gouvernants, on pourrait y voir vraiment, si vraiment ils sont contents de ce qu'ils ont fait. Ils voudraient être grands. Ils mènent les peuples au bord de l'abîme, mais au dernier moment, ils hésitent. Cette hésitation, les dirigeants, il faut que nous la mettions à profit pour sauvegarder la paix. Même pour les maîtres absolus, le terrain est miné. Dans l'entraînement mécanique et dans l'ivresse des premiers combats, ils réussiront à entraîner les masses. Mais à mesure que le typhus achèvera l'œuvre des obus, à mesure que la mort et la misère étendront leurs ravages, les hommes dégrisés se retourneront vers les dirigeants, français, russes, allemands, autrichiens, italiens. Et tous demanderont quelle raison ils peuvent donner de tous ces monceaux de cadavres. Et alors, la révolution déchaînée leur dira « va-t'en » et demande pardon à Dieu et aux hommes. 1914. Et nous disons aujourd'hui que l'affirmation de la paix est le plus grand de tous les combats. Désespéré, toujours 1914. Chaque peuple paraît à travers les rues de l'Europe avec sa petite torche à la main, et maintenant, voilà l'incendie. C'est cette barbarie que retourne 18 siècles de christianisme, le magnifique idéalisme du droit révolutionnaire et 100 ans de démocratie. Et la veille de l'assassinat, on se demande un moment s'il vaut la peine de vivre, et si l'homme n'est pas un être prédestiné à la souffrance, étant aussi incapable de se résigner à sa nature animale que de s'en affranchir. L'assassinat du 31 juillet à 21h40, le chemin est libre pour le grand massacre. Mais nous
sont tombés dans les combats et couchés dessous leur proie. Quand saurons-nous un jour, quand saurons-nous un jour, il est fait de temps de croire, le temps qui passe, il est fait de temps de croire, le temps passé, pauvre tombe de l'oubli, les fleurs les ont envahies. Quand saurons-nous un jour, quand saurons-nous un jour? Jaurès, La Voix. Deuxième partie. Et alors, cette bouche s'ouvre, et la parole coule les mots, les phrases, le souffle. La voix déverse les idées, les images, ouvre les rideaux, les fenêtres, sur les pays du monde, tous les pays depuis toujours, et puis sur les pays de l'histoire et les pays de la pensée, et repousse les horizons. Alors les foules roulent comme des boules de feu de rotondité, des planètes, fleuves roulants, galets, masses rocheuses, icebergs, supermarchés déversant les chariots pleins de marchandises sonores. Les mots sur les autoroutes roulent sans fin, théoriques voitures qui se suivent pare-choc contre pare-choc, délire à la nuit et au jour, le verbe se fait cher et c'est encore gratuit et pour longtemps, cette parole des fresques de chameaux, des féeries de lourds rhinocéros et d'hippopotames ventrus, les vagues de la mer, les déferlances écumeuses et écumantes, les enchaînements de sommets himalayens et alpestres de la pensée, tout sort de ses lèvres. Les mineurs et leurs anthracites par wagonnets et par wagons, et de ses lèvres, le souffle des verriers qui façonnent la transparence, la pensée va son train dans les obscurités, la lune des lueurs, réverbères et projecteurs. Voici les chemins balisés des pistes d'atterrissage en pleine nuit comme en plein jour. Cette voix-là, dans les nuits et les jours, ce que j'aime surtout, c'est votre voix, si belle, si puissante, voix, et jamais entendue encore. On disait douce et chaude, lente, avec des harmonies de cuivre et de cordes, méridionales, roulant un peu les airs et les airs. Fluette à son départ, à peine articulée, à peine murmurée, qui essaie de se convaincre elle-même pour commencer, et peu à peu, qui monte et s'enfle, se donnant sans cesse de la peau, peu à peu monter, grimper, dans les hautes sphères de l'indignation. Vous m'entendrez, vous m'entendrez, vous m'entendrez, vous m'entendrez de souffle en souffle, de la brise du soir jusqu'à l'ouragan déchaîné, et la voix de cet homme, c'est une voix qui se lève et qui parle. La pensée se met nue au bord de la conscience et là, se jette à l'eau et déchire les rideaux noirs en petits morceaux. Et les mange, et tire des colombes de ses poches qu'elle lâche devant elle sous les applaudissements des enfants. Et cette voix toujours qui va, qui prend les hommes et les femmes et les secoue, et leur fait la respiration artificielle dans la conscience, le bouche à bouche, à des cerveaux humains. Il est comme une bouteille d'oxygène, inépuisable cet homme. Court, trapu, barbu, rabassé, espèce de châtaigne, grosse boule velue avec une tête pesante et des bras de cyclope, forgeant les verbes et les noms, crachant dessus pour les tremper dans le cours même du discours, et les jetant dans l'assemblée, bulles d'ensemble dans les airs, et lui trempé en nage qui continue et nage contre le courant des idées déjà faites, et des stupidités et des dangereuses erreurs. Et après, les chameaux, voici les éléphants, les girafes et les autruches du Tarn de la Garonne. Bouchons, emportés par la foule qui se déroule et qui coule comme une boule à moitié saoule. Ah, quelle houle sur la moule, quelle poule bien roulée. Et des jongleurs et des paralytiques montés sur des aveugles. Et des cargaisons d'animaux malades de la peste que l'orateur installe là, sous les yeux effrayés de ses auditeurs, afin que nul n'en ignore. Les tigres folles, les lions rugissent. Et les malades de la peste à bubon mental cherchent à tâtons leur chemin avec cette voix de prophète dans la nuit, dans l'obscure profonde nuit des consciences qui s'éveille à peine. C'est la vie même qui sort de cette bouche d'or, à flot, âgé, à long trait amoureux et qui fascine, et qui séduit l'ardente vie, comme une source vive d'eau et de feu, de vent violent, balayant les stupidités, les anachronismes, table rase des pitreries, sel-gemme et boules d'azur, étincelant dans le ciel, en plein jour, visible la voix qui boit et qui ouvre la voie, pensée de chair pétrie, la parole palpable qu'on recueille entre les deux mains et qu'on emporte braise avec soi, la parole de l'homme dont tout le verbe se fait chair pour nourrir tous les affamés de lumière, aveugles, pressés, tout autour, qui écoutent avec leur peau, avec leur bouche, avec leur nez et de tous leurs yeux, du dehors,
la floraison, les chants d'oiseaux en rue, et les cerfs passionnés, les reines de la cour, et les vaches rapides, et les tableaux du monde, temples, châteaux, belles cuisses de femmes dans le giron, au creux, au chaud, depuis les très lointaines ancestrales époques, seins et fesses tièdes, douceur et humidité enivrante. Tout ça de perpétuation se meute avec le souffle, et l'homme va, parle, tout ça et tout ça parle. Ils se regardent, ils se voient ici même devant eux-mêmes, et entre elles et eux, et qui se voient au fin fond des origines de l'histoire, arrivant ventre à terre pour s'engouffrer dans les réacteurs du présent, et la voix sage et délirante et folle, la voix douce, la voix démente, la voix d'airain et de velours, la voix de dattes, d'aubergines, de pommes, d'amour, de blé, de maïs, de rocaille, la voix pont suspendu, accrochant des lampions, des guirlandes et des drapeaux rouges dans la salle des fêtes ici et là, la voix au-dessus des berceaux, la voix qui referme les tombes, entrouvertes sous les pieds même de tous ceux qui l'écoutent. La botte qui faille cantar, la botte qui faille bramar. Qui pose des compresses sur les furoncles et des emplâtres à la bouche des canons, devenus tous ceux qui ont un canon en travers de la gueule et qui ont des gueules de canon pour parler des bouches de canon, bouches à feu et à mitraille, dégorgeant les cercueils et les amputations et les maladies de l'esprit à plein paquebot, se mettent à gronder, ça gronde, grondement dans les profondeurs du futur, rugissement sur l'horizon de monstres à jamais sauvages qui attendent leur proie, poussés dans les guêpiers, poussés dans les tranchées par les arrogants va-t-en-guerre et les bouts de feu inconscients. Que ce soit donc la militarisation à France, clame-t-il, et que ce soit la guerre prochaine qui nous unisse là où rien n'a pu nous unir. Union sacrée. Et en avant, ce ne sont que des cris de mort, des cris de haine, et des flèches de fer, et des flèches de fer, des flèches de tétanos qui traversent les airs, les espaces européens devenus fous. Alors la voix phénoménale, la pensée de chair vive et de palpitante colombe d'un bris tourterelle, c'est tout, qui reçoit ses cris en plein corps et en plein cœur, et qui se les arrache et qui les brandit, paratonnerres étonnants au-dessus de leur tête de mort, braillant de toutes leurs mâchoires des grandes et des grosses bêtises, dont malheureusement ils n'auront jamais honte, car ils mourront contents d'avoir orchestré les carnages. Et dirait-il que c'était pour créer des emplois, sans compter les sculpteurs des monuments morts. Et voici les gagnes petits, les besogneux, les miséreux, les sans travail, les sans culottes et sans idées, qui se mettent aussi à pousser au canon sans savoir ce qu'ils vont vraiment, les canons, qui vont de leurs éclats de lui faire merveille à trouver la peau des consciences, qui ont abdiqué toute raison. C'est la peur qui est au pouvoir, cet été-là. La peur a pris le gouvernail. La peur conduit la barque vers les pires tourmentes, sur les gouffres sans fond, par une nuit sans lune, qui va durer 4 ans. Oui, oui, cet été-là, pour des bonnes raisons, qui sont aussi des bien mauvais prétextes, ça commence à mobiliser en secret. L'Europe gronde et met son casque, s'arme jusqu'aux dents, marche au bord des gouffres, prévisible hécatombe, carnage sans précédent. Quelques individus lèvent les bras au ciel, poussent en vain des cris d'alarme, les grondements croissent, s'amplifient, les horizons ébranlés par les hurlements vacillent sur leur base. On ouvre les volcans, on lâche les chiens, la haine laissée faire au feu, attise les frictions, endort les raisons. Et dans cet été-là, dans cet état-là, l'ennemi, c'est le pacifiste, c'est un espion, un déserteur, un traître. Il faut le coller contre un mur, pour le monte-tambour, où grondent des canons, trompettes éclatantes, d'explosions à venir, avec obsédant dans les têtes, percussions dans les ventres, cœur sous pression, cœur affolé, mâchoire tétanisée, doigts crispés, halètements, des vociférations, des cris, des jets brûlants, d'invectives, d'apostrophes. Les va-t-en-guerre sont en tête, à l'avant-garde des barbaries futures, creusant déjà l'écart de civilisation, ils entraînent le plus grand nombre dans le no man's land de la peur, criant que les barbares sont déjà aux frontières, que toutes les bêtes sont là hallucinées, aux fenêtres, la barbe aux lèvres. Ça veut la guerre, que veut dire de plus? Ça veut la guerre et rien de plus. Les rumeurs deviennent du plomb. C'est la peur qui flotte dans l'air à la ronde. C'est la peur qui affole le pauvre monde. C'est la peur qui prend à chacun sa gaieté. C'est la peur qui leur a pris la liberté. Ils sont coincés, cadenassés, la peur. Cœurs et cerveaux barricadés,
La peur folle et mystique arme les bras après avoir fermé les portes de leur cœur et de leur cerveau. Des roulements, des grondements partout, des accumulations de foudre et d'horreur. Ils veulent tuer pour ne pas mourir. Ils veulent tuer pour tuer leur peur. Ils veulent surtout ne pas mourir seuls. Alors, ils veulent que tout meure avec eux. Dans une grande apocalypse, et peut-être que coupables, ils veulent mourir pour payer leurs fautes, mais qu'importe. Ils ont enfin un ennemi. On leur désigne un responsable, le responsable de leur peur, le vrai coupable. Alors, ils n'ont plus peur des monstres intérieurs qui les regardent le matin dans leur miroir quand ils se rasent. Il y a plus mauvais qu'eux. Quelle aubaine que cette haine. La mort sourit de tous ses os et légère conduit le bal. C'est vraiment à mourir de rire de regarder ces hommes qui, pour ne plus se regarder en face, courent en rang serré aux frontières de l'Est. Quelle misère. Avec en eux une telle envie de crever qu'ils puent déjà, mais qu'ils ne savent pas tout ce qu'ils vont souffrir. S'ils savaient ce qui les attend. Les désillusions, les douleurs, mais ils ne savent pas. Ils piétinent sur les trottoirs comme bientôt dans la boue des tranchées. Quelle impatience de tuer, quelle impatience de mourir. La guerre revancharde, la guerre vengeresse, la guerre rédemptrice occupe les esprits, envahit tous les lieux. Et ces prêtres impudemment, impunément, étalent leurs appels au meurtre. Dans les rues comme des sous-bois, les hommes comme des bourreaux de chloroformés. L'espace européen se hérisse de cris d'appel au meurtre et de nuages noirs. Le pacifiste est désigné par l'ennemi, traité d'espion, de déserteur, de traître, et menacé dans la presse d'assassinat. Il y a dans l'histoire de ces moments étranges où les hommes, ces bêtes affolées par leur peur, se précipitent à la boucherie, en grondant, l'odeur du sang déjà qui les fait grogner de plaisir. Et rien ne les arrête. Et malheur au prophète qui voudra se dresser en travers du chemin pour les arracher à la mort. La démence les tient à la nuque, à la gorge, et leur extrait des cris de haine, et leur exorbite les yeux. En voici un qui gigote, comme les autres, et que se réjouit, disant à ses parents, disant à ses amis, il va y avoir la guerre, et je suis bien content. Il va y avoir la guerre, et il est bien content. mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui se traîne par là? C'est l'assassin. Comment ça, l'assassin? C'est la danse de l'assassin. C'est la danse du forcené sur place, tout contorsionné à l'intérieur, des convulsions. C'est la folle danse du sang. Je ne veux pas voir l'assassin! Et pourtant, il est déjà là. Il est présent, on le voit. Il est là depuis le début. Tout à fait fou. Tout retourné. À l'intérieur, les convulsions d'une bête. D'où vient-il donc? De sa ville? De sa maison? Du fond des temps, du trou des haines? C'est un homme insignifiant, un mannequin sorti de l'ombre, manipulé par la stupidité. C'est la danse du mannequin. Ça se trémousse. C'est un pantin. Tout le monde maintenant sait, oui, tout le monde désormais sait qu'il y a là un assassin pour mettre fin à cette vie. C'est même un peu miraculeux qu'on ait attendu si longtemps, qu'ils aient attendu si longtemps pour envoyer cet assassin et que notre héros ne soit pas mort avant. Il s'y attend depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Et la voix majeure qui essaie d'arracher les masques, d'expliquer qu'on peut encore agir et faire quelque chose contre ce qui serait soi-disant inéluctable et auquel il ne veut pas croire, mais qui lui envahit le corps comme une lèpre, et monte et gagne avec ce revolver que déjà on lui a posé sur la nuque. Et s'il ne ferme pas sa gueule, on va la lui fermer pour de bon. Et une fois pour toutes, définitivement. Et ce sera bien fait pour sa grande gueule. Mais lui, ce bonhomme, on ne peut pas mieux dire que ce bonhomme-là, cet homme bon, cet homme-là, cet orateur, cette parole en mouvement qui est la vie, ce torrent, cette marmelade de petits oranges amers et de configoires, de litchis et de saucisses de Toulouse, et de poissons de la Méditerranée et du Golfe, et d'huîtres, d'oursins, de moules. Cette parole de thym, de romarin, d'ail, de civet, de lapin, de sanglier, de lièvre, de paella, de bouillabaisse, de cassoulet, de ratatouille, de pambagna, d'huile d'olive et de brandade, et de couscous, d'aïoli et d'escargot, cette voix de foie gras, de bœuf à la gardienne, de soupe de poisson et de lamproie au vin, de carbure, et de 13 et 1000 desserts, cette voix de truffes et de cèpes, de cathares, de troubadours et de rebelles, cette voix d'occitan. Occitan. A quoi la brosse? Che l'occitan parlava di una campanas, un cosio a quoi la brosse che lo cap escavava, e Cogior aveva dit
non sono abbappati la lingua d'un popolo vaincu. Voix de Mistral, de Cerce, de Tramontane, et de vent de la mer et de vent des hauteurs. Cette voix de mineurs, cette voix de pêcheurs, de verriers, de bâtisseurs, de constructeurs et d'ouvriers, de paysans, cette voix d'intellectuels, de lutteurs pour l'amour, pour la générosité, impensable pour les libérations en chaîne l'une après l'autre, qui enlèvent les camisoles refermées sur les cerveaux et les œillères, cette voix qui dénonce, cette voix qui annonce et qui fonce et défonce au milieu de l'enfer des ronces à main nue. J'arracherai pour vous les ronces du chemin, Si même en le faisant, j'y dois mourir, meurtrir mes mains quand je suis près de vous. Cette voix qui décaste les coups de feu, déculotte les Dagobert, arrache les baïonnettes. Et Clément me disait la première fois que je l'ai entendu, c'était en 1907. Il y en a beaucoup qui peuvent témoigner, y compris les poilus, même s'il y a longtemps. Et la voix toujours là, toujours inexorable, qui ne renonce pas à faire la lumière, à arrêter les troupes devenus des troupeaux au bord des coups. La voix va. On l'a prévenue, on l'a menacée, mais qu'importe, elle va, sa voix, sans. Il faut dire, il faut bien que quelqu'un dise, il faut bien que ça se dise d'une voix ou d'une autre, et qu'une parole comme un obstacle soit dressée, rempart au feu qui crache. Et ça devient de plus en plus difficile, vous le sentez. La pression devient de plus en plus forte pour en finir. Qu'on en finisse. L'impatience, tout autour qui harcèle. Je le sens, mais tant pis, tant pis. Il faut bien qu'une conscience encore soit là, qu'il en reste une encore éveillée, qui n'abdique pas cette voix, cette pensée vivante, qui se fait souffle, chair, visible, palpable, voix qui se mange, nourriture mentale, voix lourde, lente, fantastique, sirop des âmes, se lève au-dessus des ouragans de l'heure, l'Europe mobilise et se dresse contre elle-même, folle, parce que tous sont debout maintenant, les armes à la main, pour se jeter les uns sur les autres, féroces, féroces. Et cet homme qui ose se lever, lui aussi, se dresser entre eux, pour les empêcher de se battre, insuffler qu'ils sont tous de haine belliqueuse, de fratricides élans. Par on ne sait pas qui, on le saura. On le saura le jour où on dénombrera les millions de cadavres. On saura qui, comment, pourquoi. On saura tout. Mais tous ne sauront pas. Les cadavres ne sauront jamais le pourquoi. Et on disséquera, et ce sera trop tard. Des jours de tranchées, des jours de souffrance. Pourtant, on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain, dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasse à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau.
Car si vous voulez faire la guerre, payez-la votre peau. Et cette voix, qui déjà le sait, et par la haute voix, malheur à elle! On la menace, on la prévient par des articles, par des lettres, mais rien n'y fait. Je ne peux pas faire autrement. L'homme est lancé comme un train emballé, rien ne l'arrête. Il faut parler, dire, expliquer, dénoncer, prévenir le mal, stopper l'hémorragie, empêcher tous ces morts, refermer les tombes ouvertes. Et la boîte tonne, la pensée traque solitaire des souterrains déserts, des cœurs et des cerveaux pour y trouver encore une dernière étincelle de vie humaine, de dignité. Et s'il allait alors, espère-t-il toujours, réveiller les ingénus, les innocents, les anges de beauté qui sommeillent au fond de ces brutes épaisses, s'il allait réussir à les arracher à la mort de leur conscience, alors, il va. Il va à travers les menaces et les injures. Les bons conseils et les avertissements, ne vous opposez pas à la volonté du plus grand nombre qui a besoin de se sentir une croyance, n'importe laquelle, pourvu que ce soit comme une bouée de sauvetage, une sécurité. Ce besoin de sécurité, vous comprenez, ne vous opposez pas à cette drogue, de la haine au cœur nécessaire, une issue de secours ouverte sur le vide, et il s'y précipite. Et alors, après tout, et oui, affolés par la peur qui chasse ses troupeaux devant elle, leurs pasteurs, avec eux, de toute religion, ils rêvent tous, c'est vrai, d'Apocalypse, et surtout les penseurs, pour être sûrs de ne pas mourir seuls, les égoïstes, et d'avoir, et ils l'ont, la quasi-certitude que tout crèvera avec eux, et qu'il n'y aura rien à regretter. Et les salauds foutent le feu partout, et cette voix court, pompiers bénévoles pour les éteindre et colmater les brèches dans les coques ouvertes, et ça gueule partout autour, venu d'en haut. Qui donc va lui fermer la gueule? Qui va le coller contre un mur? Qui va faire justice expéditive? Qui va avoir le courage d'une action de salubrité? Qui nous débarrassera de ce traître, de ce lâche, qui a peur de se battre et qui prêche la paix? Le lâche persiste et signe, crie encore « Arrêtez-vous » et se met en travers de la guerre, et boxe la mort et les autres, les enragés et les furieux qui hurlent. Mais n'y aura-t-il donc pas un homme courageux, un assassin digne de cette époque, qui en finisse avec ce forcené, avec ce fou, avec ce pacifiste, alors un pauvre malheureux? Voilà que le destin a frappé à sa porte, à la porte de sa médiocrité, et qu'il s'est cru l'élu des dieux pour accomplir l'acte de mort, s'est fait prêter un revolver par un ami, est venu par la rôder, s'est approché à pas hésitant de somnambule comme un jouet téléguidé. Il va, il arrive, dissimulé dans l'insignifiance, se rapproche du lieu, il est là, la scène est par ici, bien sûr, dans un café. Le héros tragique, celui qui ne peut pas faire autrement que de faire ce qu'il ne devrait pas faire, mais qui ne peut pas s'en empêcher, parce que son âme se joue là. Celui qui ne peut pas faire autrement pour les honneurs et dignités de la conscience humaine que de se battre contre la guerre, au milieu de l'hystérie générale. Celui-là, le héros tragique moderne, est assis là, dans sa bonté, dans sa générosité, entouré d'amis attentifs, inquiets. Tout le monde est inquiet. Le héros moderne achève son repas, juste derrière lui, derrière le rideau de la fenêtre ouverte dans la rue. Il fait nuit, son assassin est là. Il n'y a qu'un léger rideau entre cette nuque et ce revolver, entre la victime et son assassin. N'attendez pas de moi, mesdames et messieurs, que je parle de l'assassin. Ni beaucoup, ni un peu, je n'en parlerai pas. Je vais même vous dire, je ne vous dirai pas son nom pour la bonne raison majeure que je l'ai oublié et que vous pouvez en faire autant. Et tout de suite, sans hésiter, et plus qu'un conseil, voyez-vous, c'est un ordre de la faculté de la médecine des âmes par le théâtre et par la poésie. Oubliez-le, ça vous fera du bien, ça vous soulagera, car si tu prononces le nom de ton ennemi, c'est un poids que tu portes comme un joug, c'est une pierre que tu t'envoies toi-même, en pleine gueule. Clame plutôt le tien, à tous les vents, de l'étroit et du large, au bord des mers, au sommet des montagnes. Crie le tien aux oiseaux, aux lapins, aux brebis et aux vaches, encense-le, sanctifie-le. Écris-le sur le sable, dans le marbre et sous l'eau, avec celui de tes amis. Fais-les sonner, ressonner, résonner de par le monde, à travers l'univers jusqu'aux confins des galaxies possibles. Mais celui de ton ennemi,
Ensevelis-le dans la glace et dans la terre gelée, et dans la fumée âcre et noire du caoutchouc, et dans les détritus des tas d'ordures, et n'y pense plus. Et si on te demande où tu l'as enterré, le nom de l'ennemi, ne le dis pas. N'avoue jamais afin que ce nom-là, de cet ennemi-là, pourrisse et se dissolve, et qu'il ne reste rien qu'un très lointain ricanement. Pas de publicité pour les ennemis de la liberté. Et vous vous en porterez bien, croyez-moi, ne me croyez pas, mais par contre, je vais vous brosser sous peu le tableau comparé de ce misérable assassin, juste là, à côté, un dehors et l'autre dedans, de sa victime. Il servira au moins à établir une comparaison peu flatteuse pour lui, mais qui rehaussera encore le piédestal d'admiration sur lequel est campé le tribun pour les siècles des siècles. Amène-toi, crétin. Amène-toi, coquin. Amène-toi, vilain. Amène-toi, fricouille. Sectateur éhonté, remueur de l'ombre trouble et puante des exhalaisons. Bouquet fané dans nos croupies, mesquinerie de bas étage, bactéries dévoyées. Tueur livide qui ne tuerait pas un poulet. Créature inavouable, sordide, crapuleux. Abjecte erreur, propreté de circonstance et de surface. Corps qui atteint le point de décomposition et qu'on attend déjà à chaque coin de rue pour la toilette funéraire. C'est un zombie, c'est un cadavre. Il est vivant, mais il est mort, déjà froid, déjà raide, ratatiné dans un petit coin obscur de sa propre cervelle. Frileux, les mains crispées sur son zizi tout noir, gelé. Petite chose tapie contre la paroi occipitale de son propre crâne, tout creux. Et ce corps, ce squelette vide avec des trous partout, c'est lui aussi sera atterré dans un recoin qui habite son propre corps de toute la fuite. C'est une figure triste qui marche sur le grand boulevard, accrochée à un revolver pour se sentir vivre, exister, pauvre homme mort déjà qui traîne sa culpabilité de descendre comme une merde dégoulinante. On suit à la trace cette coulée puante et verdâtre à travers la ville, à travers l'histoire, et même jusqu'à nous, cette odeur persistante de l'assassin qui tire sa diarrhée et qui est toujours quelque part. Et d'abord, dans le souvenir, et là aussi, oui, là, à ma droite, bien sûr, à ras de terre, à peine là, présent, mais invisible. Vous ne le verrez pas. La vie, c'est pas des roses, camarades. Amis, il faut dire les choses et ne pas s'en laisser compter. Guerre partout, affrontement main nue. On se crève les yeux, on se mange le nez tous contre tous, pour le profit de qui? Mais ne nous laissons pas intoxiquer. Regardons-les en face, les choses. Et levons-nous encore et respirons dans nos propres odeurs, chacun sa trogne, chacun ses poumons, tels que nous sommes, et tels que notre éthique jamais ne se réduise à une esthétique achevée, autrement dit. Ne fondons pas notre morale sur des formes en érigeant pour modèle un type humain, arien, ricain ou mannequin. En attendant, ils sont tous à vouloir la guerre, à vouloir partir, abrutis et roulés dans la poudre à canon. Ils ne veulent plus rien savoir, ils ne veulent plus entendre cet homme humain qui leur fait la morale au bord du précipice. Ils sont assez grands pour savoir qu'ils ont raison de vouloir tuer et mourir. Et ils montrent les dents. Alors, les amis s'inquiètent de plus en plus. Les alliés, les bons compères malheureux, lui crie-t-il, n'en dis pas plus. Arrête. Ils ne veulent plus rien savoir, ils en ont assez de t'entendre. On leur a gonflé la tête au gaz butane, tout leur crie assez de morale, assez de donneurs de conseils, assez de troubles faits. On veut se battre, on veut mourir, on veut que le sang coule à flot pour s'y baigner, s'y purifier. On veut en finir une fois pour toutes, tout tuer, tout raser, recommencer à zéro. La der, enfin, et ce sera fini. Une paix éternelle. Enfin le jour de l'an. Et ils se jettent, imbéciles, dans le gravier, tête première, et ne rêvent que de crever pour on ne sait quelle gloire, quelle satisfaction. Avez-vous perdu l'esprit? Oui, ils ont perdu l'esprit. Ils existent, ils sont justifiés sans aucune contradiction à l'intérieur de leur tête, parce qu'ils ont enfin quelqu'un sur qui tirer, quelqu'un sur qui frapper, un ennemi enfin trouvé. Il y a un ennemi, et c'est parti comme en 14, oui, et le premier des ennemis, c'est bien celui qui s'érige en censeur, qui veut les priver de leur guerre, la fleur au fusil, et en chantant, et ils sautent de joie. On a peine à imaginer ce que fut ce désir, cette volonté de partir, peine à imaginer quelle haine alors le pacifisme soulevait, encore que si on se rend compte autour de nous. Le pacifiste, seul au milieu de tous ces forcenés, de la guerre, voyez-en un. Voici un qui gigote de ces forcenés-là, qui trépigne sur place et saute d'impatience. Mais là, voici quelqu'un qui arrive au galop et qui veut lui ouvrir les yeux. Les deux hommes sont empoignés par leur époque. Tous deux ne pensent qu'à la guerre. L'un
en plein accord, l'autre en plein désaccord. L'un accepte avec joie l'inéluctable de la peur, de la haine, de la violence et de la guerre, de l'irrationalisme, de la déraison. L'autre refuse en bloc, avec horreur, tout ce crétinisme éternel, parce qu'il est un vivant vivant. L'un se réjouit avec tous les réactionnaires, l'autre s'afflige avec toutes les bonnes gens. L'un a besoin, l'autre pas d'une revanche sur la vie. L'un, falot, rôde par les rues de la ville, un revolver, et même deux en poche, à la recherche de sa cible. L'autre parcourt et analyse dans sa tête toutes les échelles d'explications, d'arguments, d'idées généreuses, les histoires des peuples, les bons exemples et les renversements possibles de cette fatalité prétendue. L'un prépare son coup, l'autre par les coups. L'un serre une arme dans la main, l'autre repousse toutes les armées à main nue, à gorge nue, à nuque offerte. Je suis en train de brosser devant vous le tableau comparé, caricatural mais véridique de la victime et de son assassin. Ici, un bon vivant, juste un peu négligé, gourmand, gourmet, cœur généreux, le gros barbu, suant, soufflant, qui sait très bien où il ne veut pas qu'on le conduise, et là, un triste cire, la mine étriquée, maussade et renfrognée, la médiocre esquisse d'un homme pâle, fantôme secoué de fantasmes qui se laisse mener. Ici, un orateur qui forge des idées nouvelles, un homme de parole en lutte pour les libérations et l'émancipation qui réjouit le cœur des autres âmes. Et là, un muet qui ressasse des vieilleries, un psychopathe qui s'ennuie et qui répète à voix haute les idées obstuses de l'heure. Ici, un bonhomme. Et là, un pantin. Ici, un clairvoyant. Et là, un possédé. Ici, l'intelligence et la compréhension. Et là, le fanatisme et l'obscurantisme. Ici, un socialiste, un patriote internationaliste. Et là, un perroquet, nationaliste et revanchard. Ici, un pacifiste, une conscience en plein essor. Et là, un belliciste, une âme d'assassin. C'est bien trop beau pour être vrai. Pourtant, c'est vrai, et ça se terminera mal. Ici, la célébrité triomphante et modeste du simple. Et là, l'anonymat malheureux du raté. Ici, l'histoire de la légende vivante. Et là, la vengeance aux yeux glauques. Ici, la vie en pleine lumière, en plein jour, chaleureuse. Et là, dans l'ombre, c'est la mort elle-même, téléguidée par la rumeur publique, par la pensée guerrière des mercantis. Ici, le héros tragique qui sait ce qu'il attend, mais qui n'hésite pas à faire encore appel à la raison des hommes. Et là, cet assassin qui arrive soulève d'une main le rideau et, se croyant un homme libre, pointe de l'autre un revolver. Dernier chapitre. La femme a crié, on a tué Jaurès. Et la deuxième, ils ont tué Jaurès. Ils? Qui sont-ils, ces ils qui ont tué? La première femme a crié, on a tué Jaurès. On? C'est quelqu'un, n'importe qui. Mais c'est quelqu'un. Tandis que ils ont tué Jaurès. Ils, c'est qui ils, c'est quoi? Où sont-ils donc tous ces ils cachés quelque part qui ont tué sans se montrer? La première femme a crié, c'est la femme du patron. Elle a crié, on a tué Jaurès. 2 coups de feu. Il est tombé. Conclusion, on l'a tué. Et l'autre femme là-dessus qui a crié, ils ont tué. Comme pour de son cri corriger le premier. Elle a compris que derrière le on, il y avait les ils. Et voici que dedans, dehors, les cris se mêlent. Et voici que 2 peuples répètent ces 2 airs. Les uns disent, on a tué. Les autres disent, ils ont tué. Il est entré, massif, a serré la main du patron, ne s'est pas assis tout de suite, venant de son journal et de retour du ministère de la Guerre. Là, dans le restaurant, il a hésité, ne s'est pas assis tout de suite. Il hésite. Et là, au milieu de la salle, comme aphone, comme vaincu devant les bras de l'impuissance, il est retombant lourdement ses bras qui ont tant coupé les airs sur les tribunes, sont maintenant comme des bras coupés. Il est là, ici là, l'ironie du sort qui se joue quand elle atteint de tels sommets
on l'appelle la tragédie. Pour le moment, il est là au milieu de la salle, et après avoir salué quelques personnes à quelques tables, il s'est immobilisé, les bras coupés, la voix comme sans voix, et qui profère pour la première fois: la guerre est inévitable. Et voilà le héros tragique au bout du rouleau du chemin, qui reconnaît lui aussi qu'on ne peut plus rien, et qui voit lui aussi cette chose-là sur l'horizon du lendemain et du soir même. La nuit sera un cauchemar si la guerre est inévitable, qui arrive au galop du fond du monde obscur. Elle émerge là-bas, et la mer d'horreur se retira, la stupeur et l'indignation se tordent à ses pieds de douleur. Le cataclysme gîte des robinets, il les voit tous qui s'y lavent les mains, horreur, il tombe assis sur la banquette. Une longue table, la dernière. Et les autres autour de lui, amis et collaborateurs. Il parle encore. Écoutez, écoutez les dernières phrases de cette voix phénoménale, et qui jamais ne fut enregistrée, mais hélas, qui sait et qui saurait que ce sont les dernières personnes, que ce sont les dernières. Personne ne le sait vraiment. Il a prévu depuis longtemps que ça pouvait se terminer ainsi, comme ça va se terminer là même. Mais ça ne l'a pas arrêté. Arrête, malheureux! Mais le malheureux bat son train, dressé contre la fatalité, tout arc-bouté. Il s'offre à elle, il le sait, et au destin qui vient le frapper dans le dos. On vous assassinera au premier coin de rue. Tout le monde sait ce qu'il risque. Lui-même le prévoit, alors pourquoi ne s'arrête-t-il pas? Il a fait tout ce qu'il pouvait. Pourquoi ne renonce-t-il pas? Pourquoi ne s'en va-t-il pas se cacher? Pourquoi ne fuit-il pas? Ou pourrait-il fuir sa conscience si par malheur il renonçait, et alors, là encore, là, convaincu maintenant que la guerre est inévitable, ce qu'il vous vient d'avouer, quand il était debout, frappé au cœur, pantelant et à faune, les bras cassés, que la guerre est inévitable, maintenant, assis, que dit-il? Je prévois une guerre effroyable. Il faut tout faire pour l'empêcher, et il ne sait pas qu'on va tout faire pour l'empêcher, lui, de tout faire pour empêcher la guerre effroyable qui se prépare, imminente, à la porte du restaurant, sur le trottoir, là, derrière, le rideau brise-bise, pas encore dans la salle. Mais c'est bien là que le premier sang de la guerre sera versé, c'est bien dans cette salle que le premier mort sera étendu, le combattant suprême de la paix va devenir ici la première victime de la guerre. Là, à la veille de la guerre, alors que les divisions roulent à travers les pays. Les jeux sont faits, ferait-il marche arrière que ce serait trop tard? Voilà des jours déjà que le compte à rebours a commencé pour lui, contre lui, la machine infernale. C'est un assassin accroché à ses pas qui le cherche pour le tuer, et eux, ils croient encore à tout, et au Père Noël. Il se passe des photos d'une petite fille et d'un petit garçon, les enfants de l'un d'eux, d'une table voisine, et il s'exclame au bord du carnage effroyable sur la beauté de ses enfants. La scène atteint le comble du tragique quand on sait ce qui va se passer. On ne peut en demander plus, il est temps que le tueur paraisse. Et il paraît. Il est dehors, il approche, il soulève le rideau de la main gauche, et de la droite vise et tire 2 fois, puis s'enfuit. On va le coincer, l'autre va mourir, sans un mot. On a tué Jaurès! Crie une femme. Tout de suite, une autre crie: ils ont tué Jaurès! Et les rumeurs jumelles traversent les villes, les pays et l'Europe désormais. C'est vraiment inéluctable. On peut y aller sans pudeur, si même lui a échoué. 5 ans plus tard, l'assassin sera pardonné et rejeté ainsi aux oubliettes de l'histoire, comme s'il n'avait rien fait de sa vie. Le pauvre homme, ce pauvre type, il ne restera personne, un anonyme dont on oubliait le nom. Il fallait quelqu'un pour tirer, et ce fut lui, et rien de plus. Il resta en prison pendant toute la guerre, fut jugé avec la victoire, acquitté, relaxé, renvoyé au néant, lui était sorti le temps d'un coup de feu. Et l'autre, un peu plus tard, 5 ans après l'acquittement de l'assassin, on le mettra au Panthéon. Et du fond de cette tombe, il ne reste plus qu'un peu de poussière aujourd'hui. Du fond de cette tombe, où fut mis le cadavre de celui qui, par cette mort, réalise la fin d'un siècle et le début d'un autre, c'est tout de même, même si c'est curieux de ce lieu même, qu'une conscience interpelle notre présent. Et alors, voyez-vous, mesdames et messieurs, et alors, cette bouche s'ouvre, et la parole coule, et le souffle, et la voix, le verbe se fait cher, et c'est vraiment pas cher.
c'est encore gratuit quand ça répand la lumière et l'amour comme des milliers de lueurs. Enfin, dans la nuit noire au fond des hommes, il y a cette voix. Peut-être le besoin de cette voix comme un trou dans la conscience et dans le cœur. Oui, une voix peut-être qui est un souvenir commun et un besoin pour aujourd'hui et pour demain, comme un désir. Cette voix. Et une rose pour Jaurès. Et 2 et 3 et un œillet. Du sassifis, des poireaux. Violette, des mimosas, bouquet des champs, bouquet des bois, de la serre et du potager. Des chrysanthèmes, pourquoi pas, et des glaïeuls. N'importe quoi. Une gerbe, une floraison, des parterres et plates-bandes, des géraniums, Et des poissons rouges. Et des mésanges bleus. des parfums coulant en cascade comme des flottes de fumée. Et des encens pour délirer, en imaginant cette voix. Et toi, qui es là, imaginons, sache qu'il y a 2 hommes en toi, lequel parle, et lequel alors empêche l'autre de parler. Et toi, qui es là, imaginant, sache qu'il y a 2 hommes en toi. Lequel parle et lequel alors empêche l'autre de parler. Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents, entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que d'être 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là à dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part ainsi, vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir florissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre, aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leur printemps qui n'avait pu naître, et ils mouraient à pleine peur, tous miséreux, oui, notre bon maître, couverts de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir,